Beaucoup croient que chars, missiles et tranchées gelées décident qu'au de la guerre, mais ils se trompent. En ce moment, le véritable combat qui pourrait réellement affamer la machine de guerre de Poutine se déroule dans un silence total, en pleine mer, contre des navires dont presque personne n'a jamais entendu parler. L'Ukraine ne se contente plus de défendre ses villes. Elle traque une flotte fantôme russe secrète de plus de 600 pétroliers fantômes, ça détourne des milliards de dollars en contournant les sanctions directement vers le Kremlin. Ce ne sont pas des navires de guerre, mais des distributeurs automatiques flottant pour Moscou et Kiev. Je viens de trouver comment les faire exploser de façon économique et légale, sans envoyer un seul soldat au-delà d'une frontière. Entrons dans cette fascinante découverte ukrainienne qui commence tout juste à donner des cauchemars à Poutine, pour maintenir son économie sous sanction. Les analystes ont noté que ce réseau aidait la Russie à contourner discrètement les restrictions, alors que le monde célébrait la coupure du pétrole russe. Cette flotte fantôme, naviguant sous différents pavillons et par des canaux non officiels, continuait de rapporter à la Russie des milliards qui auraient dû être coupés depuis longtemps. Ces pétroliers ne transportent sans doute pas d'armes, mais ils sont aussi importants que les navires lançant des missiles calibre sur les villes ukrainiennes. Et la Russie n'a cessé d'agrandir cette flotte. En ce moment même, alors que nous parlons, cette flotte a gonflé pour dépasser les 600 navires. C'est plus du triple de ce qu'elle était au début de l'invasion. Et maintenant, elle est capable de transporter 75 millions de barils de pétrole par jour, rien que pendant les 9 premiers mois de 2025. 113 d'entre eux ont arboré de faux pavillons pour faire passer en contrebande 11 millions de tonnes de brut, d'une valeur d'environ 55 milliards de dollars à des acheteurs comme l'Inde et la Chine. Ce n'est pas de la petite monnaie. C'est ce flux régulier qui se transforme en rivière et qui finance 40% du trésor de guerre de Moscou, mois après mois. Même quand les prix chutent, ces fonds gardent le budget de guerre russe solide. Au moment où l'Ukraine a commencé à les attaquer, il est devenu clair que le champ de bataille était en train de changer. En frappant ses navires, l'Ukraine ne fait pas que couler du métal, elle ébranle un système que de nombreux pays ne voulaient pas affronter. Chaque frappe réussie entraîne des coûts plus élevés pour Moscou, des itinéraires rallongés, et davantage de peur chez ceux qui profitent de ce commerce caché. Cela force d'autres gouvernements à reconnaître qu'ils ont toléré une zone grise trop longtemps. Cela force aussi la Russie à affronter la transparence, car une fois ces navires exposés, chacun voit comment Moscou transporte son pétrole. Cette flotte fantôme n'est pas née soudainement. Elle a été créée en réaction à la pression subie par la Russie lors de la mise en place des sanctions et du plafonnement des prix du G7. La Russie devait choisir, vendre son pétrole comme d'habitude au risque de saisie, ou créer son propre réseau. Elle a opté pour la seconde option et racheté d'anciens pétroliers délaissés par la plupart des entreprises occidentales. Ces navires, souvent vieux, non assurés ou peu assurés, changeaient parfois de nom et arboraient des pavillons de petits états insulaires qui n'identifiaient jamais leur véritable propriétaire. Ces navires étaient transférés entre des sociétés écrans, d'une façon qui ferait même transpirer un comptable. Fait encore plus ironique, nombre de ces pétroliers, d'abord construits en Europe ou en Asie et exploités par des sociétés réputées, ont ensuite disparu dans des réseaux opaques. Arrivés dans ce monde caché, ils ont été exploités par de nouveaux groupes, associés à des propriétaires russes. Des chercheurs de centres de réflexion ont fouillé ces dossiers, notant la fréquence à laquelle ces navires se retrouvaient entre les mains d'opérateurs ayant des liens directs ou indirects avec le système d'exportation russe. C'est tout un écosystème basé sur le secret. En suivant un seul chargement du début à la fin, on comprend le fonctionnement du système. Le navire entre dans un port russe et charge du pétrole brut. Les documents sont modifiés. Parfois le pavillon change en cours de route. Parfois le navire éteint son système de suivi. Parfois un autre pétrolier le rejoint au large dans une baie tranquille. Et les deux navires effectuent un transfert de cargaison afin de dissimuler l'origine du pétrole. Ensuite, le deuxième navire poursuit le voyage vers un port plus ouvert, vendant le pétrole comme s'il venait d'ailleurs. Cette routine a été répétée encore et encore pour maintenir les exportations russes. Cacher un pétrolier devrait être difficile, mais le système international le facilite étonnamment. Certains registres questionnent peu, des intermédiaires masquent la propriété, et certaines assurances ferment les yeux si les documents paraissent en règle. Lorsque les autorités découvrent la vérité sur un navire, ils naviguent déjà sous un autre nom. Les sanctions devraient empêcher cela, mais la flotte fantôme révèle les failles du système. La Russie a découvert cette faille et l'exploite sans cesse. Même après le plafonnement des prix du G7, elle a trouvé comment le contourner. Ces navires permettent à Moscou de vendre du pétrole au-dessus du plafond, car il est impossible de vérifier le prix réel ou l'origine de la cargaison. Il faut d'abord identifier le pétrole russe pour appliquer le plafonnement. Si l'origine est inconnue,
Le plafonnement devient secondaire. Les analystes ukrainiens ont alors trouvé une formule simple. Tant que la Russie exporte beaucoup, elle gagne de l'argent. Et tant qu'elle en gagne, la guerre continue. Cela nous ramène au cœur du problème. Chaque voyage de la flotte fantôme rapporte directement au budget de guerre russe. Les chiffres sont presque équivalents. Plus de pétrole transporté signifie plus d'argent pour les armes, les drones, les missiles et les salaires versés aux milliers de soldats russes. Il y a toute une chaîne de personnes qui en profitent. Les propriétaires de pétroliers gagnent de bons frais, les courtiers prennent leur part, les négociants obtiennent des remises, les raffineurs reçoivent du pétrole bon marché. Tout le monde y gagne. Et parce que tout le monde y gagne, personne ne veut donner l'alerte. Cela devient une économie de l'ombre fondée sur le silence. La Russie privilégie ce système car il lui offre plus de liberté. Une réglementation maritime permettrait aux Occidentaux de saisir des navires et de bloquer les routes rapidement. La flotte fantôme permet à Moscou de gagner du temps et de nier toute implication. L'Iran et le Venezuela appliquent déjà cette stratégie avec leurs pétroliers fantômes et mélangent leur cargaison à celle de la Russie pour compliquer le traçage. L'Ukraine a vu cette stratégie, haussé les épaules et choisi de simplement arracher les pages. Le changement stratégique de l'Ukraine est désormais évident. Au lieu de réagir à la Russie, elle perturbe les systèmes ayant aidé Moscou à soutenir la guerre. L'Ukraine a observé la marine russe et a vu des navires lançant des missiles. Elle a examiné l'économie russe et a vu des pétroliers livrer l'argent qui paie ces missiles. Alors elle a commencé à cibler les deux. Les drones navals, les frappes à longue portée et un travail de renseignement minutieux sont désormais associés à une idée simple. Les attaques ukrainiennes ont débuté en mer Noire, mais ne s'y sont pas cantonnées. Le 28 novembre, des drones Sibabi ukrainiens ont frappé 2 pétroliers liés à la Russie, Karos et Virat, 2 vieux navires battant pavillon gambien. Au large des côtes turques, près du Bosphore, le Karos a pris feu, des flammes visibles depuis la côte, tandis que le Virat a subi d'importants dégâts à la coque. Les sauveteurs turcs ont sécurisé les équipages sans victimes, mais les navires sont restés inutilisables. Face à des millions de dollars de réparation et des semaines d'immobilisation, un pétrolier en feu au large des côtes turques a soudainement rendu la flotte fantôme beaucoup moins discrète. Cette attaque n'était que le début. Quelques jours après, l'Ukraine a attaqué 2 autres pétroliers en route vers des ports russes. Des drones navals rapides ont percuté les navires, nécessitant l'intervention des secours. Des incendies ont éclaté, rappelant encore une fois que ces navires n'étaient pas intouchables. Puis, le 2 décembre, un autre navire, le Mid-Volga 2, a été attaqué au large de la côte de Terkei, à plus de 100 km de la terre ferme. Le navire transportait de l'huile de tournesol vers la Géorgie, et appartenait aussi à la flotte fantôme. Cette attaque montre que l'Ukraine est prête à frapper tout navire lié au contournement des sanctions russes. Aucune vie n'a été perdue, mais les dégâts ont suffi à perturber les opérations et à envoyer un avertissement à l'ensemble de la flotte. En parlant de la vie des équipages, la plupart de ces pétroliers naviguent avec des équipages qui n'ont rien à voir avec la guerre de la Russie, et cela crée un véritable dilemme moral. Ces marins, originaires d'Inde, des Philippines ou du Bangladesh, tentent juste de gagner leur vie sur des navires à peine entretenus par leurs employeurs. Lors d'une frappe, ils affrontent l'incendie sur le pont, tandis que les propriétaires restent en sécurité à terre. L'Ukraine a fait preuve d'une grande prudence pour éviter les pertes humaines et y est parvenue jusqu'ici. Mais chaque attaque comporte toujours un risque que personne ne peut ignorer. Au-delà de ces frappes médiatisées, la situation s'aggrave encore. Depuis 2022, l'Ukraine a détruit ou mis hors service plus de 40% de la flotte russe de la mer Noire, y compris le croiseur amiral Moskva, plusieurs navires de débarquement et des dizaines de patrouilleurs. Les analystes estiment que la Russie a perdu au moins 25 navires de guerre majeurs, obligeant Moscou à déplacer une grande partie de sa flotte vers l'est, vers des ports plus sûrs. Parallèlement, cette flotte fantôme a subi des pressions. Les systèmes de suivi maritime révèlent que plus de 15% des pétroliers fantômes russes ont été retirés ces derniers mois, endommagés, détenus ou sans assurance. Cela représente un double coup dur. D'une part, la marine russe se réduit, et d'autre part, sa filière pétrolière secrète vacille. Le message de l'Ukraine est clair, la guerre n'est plus confinée aux tranchées et aux missiles, elle étouffe désormais la machine de guerre de Poutine en mer. Ces frappes ont fait des trajets de pétroliers des récits flottants et avertisseurs. L'Ukraine a montré que ces drones explosifs bon marché peuvent donc frapper loin derrière les lignes de front. Un message clair. Tout navire transportant du pétrole russe ou finançant la guerre du Kremlin est désormais une cible légitime. Chaque frappe résulte d'un processus de sélection. Les analystes identifient les navires transportant du brut russe. Ils étudient la chaîne de propriété. Ils évaluent le risque. Puis ils choisissent la cible qui causera le plus de perturbations pour le moindre coût. Et comme les drones navals sont bon marché comparés aux navires qu'ils frappent,
les calculs sont en faveur de l'Ukraine. Un petit drone peut causer des dégâts, qui coûtent des millions à réparer ou forcer un navire à cesser ses activités. Drone entièrement bon marché, pétrolier coûteux. L'équation est brutale, et Moscou fait le calcul chaque jour désormais. Cette campagne accroît déjà les coûts pour la Russie. Les primes d'assurance montent, les voyages sont détournés, les itinéraires rallongent et les opérateurs s'inquiètent. Des équipes refusent maintenant de naviguer sur les navires de la flotte fantôme à cause du danger. Chaque couche de risque supplémentaire affaiblit le système. Et c'est exactement ce que l'Ukraine veut maintenant. Fait intéressant, cette tentative d'étouffer les finances russes ne se déroule pas dans un vide. En mer, l'Ukraine a mené des frappes maritimes et des attaques de drones sur des raffineries comme Afipski près de Novorossiysk en novembre, où des explosions ont stoppé le traitement durant des semaines. Ou Sadotov, au centre de la Russie, incendié 2 fois seulement en septembre. Depuis janvier, Kiev a mené au moins 13 de ces frappes, mettant hors service 17% de la capacité de raffinage de la Russie et réduisant les exportations maritimes d'un 5e. Entre les frappes en mer et les attaques contre les raffineries, l'Ukraine a déjà coûté à la Russie entre 9 et 12 milliards de dollars de revenus pétroliers pour 2025. C'est un double coup dur. On frappe 3 fois plus fort à la source du pétrole. Donc, même si la flotte fantôme échappe au danger, il y a moins de brut à transporter. Frapper la Russie là où elle ne peut pas remplacer sa capacité. Les réactions mondiales à ces frappes ont été vives, car personne ne souhaite voir des navires commerciaux touchés, même opérant dans un espace secret. Les gouvernements de l'OTAN, l'UE, la Turquie et les régulateurs maritimes ont tous tenté de trouver un équilibre délicat. D'une part, ces navires aident la Russie à contourner les sanctions. D'autre part, toute attaque en mer risque de provoquer une escalade. Les gouvernements tentent de condamner la violence sans la reconnaître. Le problème vient d'un système où des pétroliers intraçables transportent plus d'1 milliard de barils par jour avec peu de contrôle, piégeant les pays neutres. La Turquie refuse qu'un pétrolier en feu bloque le Bosphore une semaine. L'Égypte craint une marée noire, ou un naufrage dans le canal de Suez. Même l'Inde, principal acheteur de ce pétrole à bas prix, a discrètement commencé à poser des questions difficiles. Lorsque des navires fantômes endommagés arrivent péniblement dans ces ports, cette flotte ressemble de plus en plus à une responsabilité flottante, et la patience s'épuise plus vite à chaque fois qu'un navire est endommagé. Les diplomates s'agitent. Certains redoutent que les frappes paniquent les marchés de l'assurance, d'autres s'inquiètent pour les routes commerciales. Certains reconnaissent discrètement que l'Ukraine vise des cibles à fermer depuis longtemps, mais l'admettent rarement publiquement. Il est délicat d'admettre qu'une flotte cachée navigue ainsi depuis des années, tandis que les législateurs détournaient le regard. Tout le monde ne détourne plus le regard. Pourtant, nous savons que 40% de l'effort militaire russe est financé par cette flotte fantôme. C'est donc la première fois que nous avons une approche aussi globale du pétrole, ainsi que du pétrole et du gaz russe. Premièrement, grâce aux décisions américaines concernant les sanctions, et deuxièmement, en augmentant notre pression sur la flotte fantôme. Je crois donc sincèrement que dans les semaines à venir, la pression sur l'économie russe et sa capacité à financer la guerre va changer, fondamentalement. La France a été l'une des voix majeures en Europe. Le président Macron a déclaré que l'économie russe est sous forte pression et que l'Europe doit être plus ferme contre la flotte fantôme. Les responsables français ont plaidé pour un meilleur suivi de ces navires, un contrôle accru des ports qui les reçoivent et plus d'actions contre ceux qui cachent la propriété. Leur message est simple. Si vous voulez que les sanctions fonctionnent, arrêtez de faire comme si cette flotte n'existait pas. Les problèmes juridiques derrière ces attaques sont complexes. La flotte fantôme occupe une zone floue du droit maritime. De nombreux navires ne sont pas correctement immatriculés ou le sont dans des juridictions peu surveillées. Certains ont une assurance expirée, d'autres utilisent des documents ne correspondant pas aux vrais propriétaires. Quand des navires comme ceux-ci sont impliqués dans un accident, personne ne sait vraiment qui est responsable. L'état du pavillon peut nier tout contrôle. Le propriétaire peut être une société écran, et l'équipage enregistré via une agence, elle-même injoignable. Cela transforme chaque incident en un puzzle auquel il manque des pièces. La raison pour laquelle ces navires passent entre les mailles du filet est simple. Le droit maritime s'appuie sur la responsabilité des États du pavillon. Or certains n'ont même pas de garde-côte ni l'infrastructure pour surveiller les navires. À l'autre bout du monde, un pétrolier battant pavillon d'un micro-État enclavé ne devrait pas avoir de sens. Et pourtant, c'est la réalité. Quand personne ne surveille, les armateurs changent de registre, et changent de société de gestion, et renouvellent les papiers par l'intermédiaire d'agences qui ne vérifient jamais rien. C'est comme un brouillard juridique qui permet à tout le monde de hausser les épaules quand les problèmes surviennent. Ce manque de clarté est exactement ce que la Russie recherche. Si la propriété est introuvable, personne ne peut punir la Russie pour l'usage de ses navires.
Le système commence à s'effondrer dès le début des frappes. Les régulateurs doivent surveiller, les ports questionnent davantage, les sociétés de suivi enquêtent plus, et les journalistes révèlent d'anciennes pistes de propriété. Tout l'objectif de la flotte fantôme commence à s'effondrer dès que le monde est poussé à regarder de plus près. Et lorsque le monde finit par regarder, les répercussions ne restent pas en mer. Ces attaques ont déjà impacté les marchés de l'énergie. À chaque pétrolier touché ou détourné, les prix montent. Les deux pays qui achètent les 3/4 de la flotte fantôme, l'Inde et la Chine, commencent à hésiter. Les raffineries demandent maintenant plus de remises pour compenser le risque qu'un pétrolier soit attaqué ou retenu. Chaque dollar de remise compte. Moscou ne voit jamais les raffineurs s'inquiéter des retards, tandis que les acheteurs ajustent les chaînes d'approvisionnement. Même une petite perturbation peut ébranler un marché qui dépend de flux réguliers. Les exportations pétrolières russes constituent une part majeure de l'offre mondiale, rendant toute incertitude rapidement contagieuse. La grève révèle la fragilité du système bâti sur le secret et les failles. De petites fissures peuvent causer de grands impacts. La pression monte à l'intérieur de la Russie, et Vladimir Poutine a clairement exprimé sa fureur après les récentes frappes ukrainiennes. Il a menacé de priver totalement l'Ukraine d'accès à la mer, présentant cela comme la solution la plus radicale, et averti que la Russie pourrait viser les pétroliers des partenaires de l'Ukraine si les attaques continuaient. Cette déclaration, rapportée par les médias du Kremlin et la presse internationale, montre à quel point Moscou est ébranlé. La flotte fantôme n'est pas seulement un outil économique, c'est un bouclier qui permet au pétrole russe de continuer à circuler malgré les sanctions. Perdre des navires de cette flotte frappe la Russie là où elle pensait être intouchable. Il n'est donc pas étonnant que Poutine fasse une grosse crise. La Russie a aussi renforcé les escortes navales et la surveillance autour des principaux corridors. Le message est clair. Moscou veut faire passer l'Ukraine pour une menace pour la navigation commerciale, même si les navires concernés ne respectent pas les règles habituelles. La Russie cherche à s'afficher comme garante de la stabilité maritime, mais la réalité est difficile à ignorer. La véritable instabilité provient d'une flotte de pétroliers vieillissants qui échappent aux juridictions, négligeant la sécurité et n'existent que pour financer la guerre du Kremlin. Le Kremlin affirme que l'Ukraine et ses alliés agissent en pirates, mais cet argument ne tient pas. De nombreux navires naviguent sans suivi adéquat. Beaucoup de pétroliers sont peu ou pas assurés, certains ont illégalement déversé du pétrole et d'autres ne respectent pas les règles de sécurité de base. Si la Russie avait utilisé des navires réglementés, rien de cela ne serait arrivé. Elle a préféré une flotte non réglementée pour contourner les sanctions. Maintenant que la flotte est visée, Moscou cherche à obtenir la sympathie du même système international qu'elle a tenté de contourner. La vraie question n'est pas si l'Ukraine peut frapper des navires, mais si le monde laissera la Russie les remplacer. Ce qui compte, c'est ce qui attend l'Ukraine ensuite. Stratégie risquée mais efficace. Frapper ces navires pourrait priver la Russie d'une part de ses revenus et réduire sa capacité à financer la guerre. L'Ukraine connaît les risques, même si la Russie peut intensifier ses actions et les diplomates réagir. Certains pays pourraient s'inquiéter des perturbations commerciales, mais du point de vue de l'Ukraine, le coût de l'inaction serait pire. Permettre à la Russie de transporter librement du pétrole via un réseau clandestin renforce le Kremlin, bien que les risques pour la Russie augmentent. Chaque pétrolier endommagé complique le maintien des exportations. Les pétroliers bon marché et âgés sont de moins en moins nombreux. La Russie en a acheté plus de 400 depuis 2022, mais il n'en reste plus que 800 à 900 dans le monde qui correspondent à ce profil. Avec le rythme actuel de pertes et retraites, la flotte fantôme ne peut guère grandir. Chaque opérateur inquiet ajoute des retards. Chaque voyage détourné augmente les coûts. Si cela continue, la Russie devra chercher de nouveaux acheteurs ou dépendre davantage de ports alliés et conclure plus d'accords secrets avec des courtiers aux frais élevés. Plus l'Ukraine exerce de pression, plus le système devient coûteux et imprévisible, et d'autres pays sont entraînés dans ce problème, qu'ils le veuillent ou non. L'Europe envisage un contrôle accru des ports. Certains gouvernements songent à sanctionner les intermédiaires aidant à enregistrer ces navires. Certains souhaitent sévir contre les registres fantômes qui valident de nouveaux noms et pavillons sans contrôle. L'Occident commence aussi à se mettre à jour. Tout récemment, le 19e paquet de sanctions de l'UE a interdit les importations de GNL russes d'ici 2027 et a ajouté 117 navires fantômes supplémentaires à la liste noire, portant le total à 557, en s'attaquant aux registres de complaisance comme ceux du Gabon et de la Mongolie. L'Australie a participé avec 45 navires identifiés, et les États-Unis, après une accalmie, ont ciblé en juillet des hybrides iraniens et russes. C'est une application désordonnée, c'est vrai, mais ces mesures ont déjà réduit de 137% les revenus de Moscou de mars par rapport au sommet d'avant-guerre, forçant des trajets plus longs et des assureurs nerveux, ce qui laisse toute la flotte fantôme au même endroit,
La Russie n'a jamais souhaité être sous les projecteurs, sans refuge possible. Si rien ne change, cela ne restera pas un problème limité à la Russie. L'Iran et le Venezuela ont déjà adopté ce modèle, et chaque mois de fonctionnement de la flotte en est une nouvelle preuve. Pour tout État sanctionné ayant du pétrole à vendre, des vieux pétroliers non assurés qui changent de pavillon sapent à la fois la sécurité et les sanctions. La majorité de ces pétroliers, à simple coque et mal entretenus, ont dépassé la limite d'utilisation de 20 ans. La Lloyd's List estime déjà qu'un tiers de la flotte est sous norme. Une collision grave, ou une tempête, et vous obtenez une marée noire de la taille de l'Exxon Valdez, en Méditerranée, ou dans le détroit de Malacca. La colère du public finira ce que le drone a commencé. Laissez la faille ouverte, et demain, ce sera la Corée du Nord, ou pire encore, qui jouera le même jeu sur toutes les routes maritimes. La campagne de l'Ukraine illustre un rare alignement entre stratégie et principe. Réduire cette flotte affaiblit l'agression russe et révèle les failles laissant passer des navires dangereux en eau internationale, bouclant ainsi la boucle de l'histoire. La flotte conçue pour contourner les sanctions est maintenant traquée publiquement. La chasse n'est plus discrète. Elle se fait sur des routes maritimes fréquentées, soulevant des questions sur les règles et ceux qui les enfreignent. Cela prouve que le secret a ses limites, surtout utilisé comme arme, plaçant ainsi la Russie dans une position qu'elle déteste. Une situation où la pression s'exerce de tous les côtés, et où le monde observe sa bouée de sauvetage économique être menacée. L'avenir de l'ordre maritime dépend de ce qui va se passer ensuite. La flotte fantôme subit des pressions, et ses utilisateurs ressentent la tension. La Russie découvre que même ses navires les mieux cachés peuvent être révélés. Quand un adversaire déterminé décide que trop, c'est trop. Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. Et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est important de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Business Basics. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Le site est financé par votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse, soutenez-nous. Pour voir nos vidéos sans censure et accéder à du contenu bonus indisponible sur YouTube, rejoignez-nous dès maintenant sur Business Basics. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre travail et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.